Localocratie. Et si on parlait de démocratie locale ? Vous connaissez certainement son nom, et si vous écoutez ou regardez la RTBF, vous l'avez déjà entendu. Il n'est pas journaliste politique, mais nous parle néanmoins chaque semaine de questions de démocratie. Toujours clair et didactique, ne reculant devant aucun sujet, le journaliste Arnaud Ruyssen nous présente des synthèses sur différents enjeux de notre temps. Étend son micro à des spécialistes ou des citoyennes et citoyens pour récolter leurs avis sur les sujets abordés. C'est à lui que j'ai souhaité tendre le micro pour ce premier épisode de Localocratie. Lui, qui entre autres émissions, a animé 2 saisons du podcast Démocratie en question et crée actuellement chaque épisode du Tournant. Lui, qui a rencontré des centaines de femmes et d'hommes politiques, étrangers ou belges, à l'échelon fédéral, régional ou local, ainsi que des myriades de chercheurs, chercheuses, citoyennes et citoyens. Avec Arnaud Ruyssen, ce premier épisode ouvrira le sujet de la démocratie locale, de certaines de ses spécificités et de la question récurrente de l'implication citoyenne, allant de la rouspétance sur les réseaux sociaux à de la participation active, pas toujours la plus facile, ni la plus encouragée par notre système. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous. C'est aussi une manière de stimuler la démocratie. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute de Localocratie, épisode 1. Arnaud Ruyssen, inspiration de démocratie directe. Bonjour Arnaud Ruyssen. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de ce nouveau podcast. Vous êtes assurément plus à l'aise que moi dans l'exercice puisque vous êtes journaliste RTBF, auteur notamment du podcast Le Tournant Déclic. Et votre profil sur X rajoute amoureux de la radio et ausculteur de démocratie. Alors évidemment, voilà une entrée en matière parfaite pour discuter avec vous justement autour de ces enjeux de démocratie et de démocratie locale en particulier. Et j'avais peut-être envie de vous proposer d'abord d'esquisser votre parcours et ce qui a suscité initialement votre intérêt pour la démocratie, qu'elle soit locale ou plus générale. Alors, mon parcours, moi ça fait presque 20 ans maintenant que je suis journaliste. Et il se fait qu'au tout début où j'étais journaliste, après 1 an ou 2 ici à la RTBF, j'ai commencé justement par m'intéresser à la démocratie locale. Donc c'est assez amusant, je me souviens qu'à l'époque j'avais été voir ma rédactrice en chef et j'avais dit, moi je viens d'une petite commune, j'ai grandi en fait à Lierneux, dans une petite commune au sud de la province de Liège, tout près de la province du Luxembourg. Et j'avais toujours trouvé quand j'étais plus jeune que la démocratie communale, c'était assez passionnant à suivre, assez drôle parfois aussi, parce que vous avez des hommes et femmes politiques qui sont pas des professionnels de la politique, pas des professionnels non plus de la communication, mais donc je trouve que de temps en temps ça donne plus de saveur, parce que les choses sont un petit peu moins apprêtées, parce qu'on voit parfois des gens s'affronter dans des discussions, parce que en plus ce dont on parle dans un conseil communal, c'est ce qui se passe au coin de votre rue, c'est telle plaine de jeu qu'on va construire ou pas. Et donc je trouve que c'est un endroit où la démocratie est plus facile à lire sans doute, plus facile à comprendre. Et puis je trouve qu'elle a une forme de charme aussi, parce que on voit à quel point elle est profondément humaine en fait. Et toute politique est humaine. Mais je trouve que ça se sent peut-être et ça se ressent encore plus au niveau communal. Et donc je me souviens que j'avais été voir ma rédactrice en chef à l'époque et j'avais dit mais ça j'aimerais bien qu'on puisse une fois le faire vivre au long cours. Et donc j'avais proposé de suivre pendant je crois 6 mois, évidemment pas au quotidien, hein, mais j'allais toutes les 2-3 semaines suivre une petite réunion d'une locale qui préparait sa liste, une autre réunion d'une locale qui se demandait tiens, est-ce qu'on doit se mettre dans une sorte de cartel avec une autre liste pour être plus fort. Et puis j'avais été suivre dans la dernière ligne droite les moments où il fallait aller planter les piquets dans les champs pour mettre des affiches le long de la grande route, ou bien j'avais encore été suivre les coulisses de la participation à un débat dans une télé locale avec des gens
je le redis, qui sont pas du tout des professionnels et pour qui c'était le grand événement, évidemment, non pas de l'année, mais des 6 ans pratiquement, de devoir aller s'exprimer là tout d'un coup à la télévision. Et donc voilà, j'avais suivi ça dans la commune de Sombref. Il se fait que, et c'était pas du tout prévu au départ, j'habitais pas du tout là-bas à ce moment-là, c'est devenu maintenant la commune où je vis. Mais donc j'ai toujours été intéressé par ces questions de démocratie locale. Et puis après est venu plus largement, et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes venu vers moi, un intérêt alors sur la démocratie en tant que telle et en particulier les crises fortes, je pense qu'elle connaît aujourd'hui. Et j'ai fait en 2 fois ces dernières années 2 saisons de 8 épisodes qui s'appelaient Démocratie en question, et où là le but était d'aller chercher de manière plus approfondie alors les causes de ce que je pense être la crise ou les crises de nos démocraties aujourd'hui. Merci. C'est dommage qu'Ovio n'existait pas à l'époque. Oui, autrement on pourrait revoir peut-être ces, on peut encore ces retrouver. émissions. Ça, c'était de la radio, mais je ne sais pas si elles existent encore. Mais en tout cas, j'avais pris plaisir à faire ça parce que justement le fait de le faire un peu au long cours comme ça et de rencontrer les gens, de les retrouver au bout de 2-3 semaines, chaque fois d'aller les retrouver, il y a une forme d'intimité aussi qui se crée et du coup la politique, elle est moins aseptisée qu'elle ne peut l'être parfois au niveau national où quand vous allez voir quelqu'un, la communication elle est très préparée, et puis les institutions mettent parfois une forme un peu de barrière. Ici, une réunion d'une locale dans une commune, vous allez vous installer dans le salon d'un des membres de la liste, et puis on sert une petite bière, on discute, et je trouvais que comme journaliste, c'était assez chouette de suivre ça. Et vous avez l'impression que ça a fortement changé aujourd'hui, ou de ce que vous percevez dans vos pérégrinations, vous avez l'impression qu'il reste ce côté artisanal lors d'élections communales À mon avis, globalement, ça reste quand même très artisanal. Alors, ça dépend évidemment d'une commune à l'autre. Quand vous avez des très grandes communes, il y a une professionnalisation de la gestion qui est forcément importante. Dans les petites communes, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Ce que je pense, ce qui a beaucoup changé au niveau des communes, c'est, je crois, quand même l'arrivée des réseaux sociaux et le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus une commune où vous n'avez pas une page Facebook non officielle, mais où se retrouvent beaucoup d'habitants de la commune, et où on sait que à la fois c'est un canal de communication important, et en même temps parfois c'est aussi une forme de défouloir avec des mots parfois extrêmement durs sur les élus. Et à mon avis, c'est quand même un changement pas si anodin que ça. À l'époque, en 2006, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc cette dimension-là, elle était absolument pas du tout présente dans le reportage que j'avais fait. Si je devais aujourd'hui, pour 2024, refaire un même reportage sur la démocratie locale, je suis sûr que ça occuperait beaucoup plus de place et qu'une partie de la campagne s'est déportée aussi sur ces médias sociaux ou groupes de messagerie, alors que à l'époque, c'était ça que je trouvais chouette aussi, c'était qu'une campagne communale, c'est aussi quelque chose où les gens allaient sur les marchés, dans les soupers, faisaient parfois des réunions chez eux en proposant à leurs voisins ou à leurs connaissances de venir discuter sur ce que devait être le devenir de la commune, etc. Donc, je dirais que la dimension de proximité vraiment humaine au sens premier du terme était très présente. Je me demande, mais c'est plus une question qu'un constat, j'ai pas fait d'analyse, si ça n'a pas un peu changé depuis lors. Effectivement, on constate sans doute dans beaucoup de communes plusieurs canaux, les communes essayant elles-mêmes d'avoir une page, et puis différents groupes citoyens qui arrivent, vous avez l'impression un peu comme un troisième acteur, ou quatrième ou cinquième selon le nombre de listes en concurrence, mais l'espèce de shérif au milieu du village qui tire sans sommation. Non, je dirais pas ça, parce que je crois que le fait que le citoyen puisse avoir la parole un peu tout le temps, c'est ça qu'amènent aussi les réseaux sociaux. Avant, le citoyen, dans une démocratie, il avait la parole au moment du vote, quelque part, il envoyait un signal, et puis il était sommé de se taire pendant 6 ans, en quelque sorte. En tout cas, il n'y avait plus vraiment d'endroit où il pouvait s'exprimer, si ce n'est dire un peu son avis, là, comme ça, dans un café ou avec ses voisins, mais il n'avait peut-être pas vraiment la possibilité d'interpeller ces élus en dehors du moment de l'élection. Alors, ce que je dis là est plus vrai au niveau national qu'au niveau communal, où le fait d'aller sonner chez tel élu, tel échevin, etc., a toujours existé. Mais aujourd'hui,
ce qui existe, c'est que de manière permanente, vous pouvez interpeller un tel, bâcher un tel, vous pouvez aussi à un moment donné avoir des espèces d'effets de meute comme ça, où tout d'un coup il y a un élu parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est pris pour cible, et puis alors on sait très bien un peu les cercles vicieux qui peuvent se produire comme ça sur les réseaux sociaux. Et donc ça, je crois que ça change la donne. Donc, il y a comme toujours, avec les réseaux sociaux, du bon et du moins bon, quoi. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi. Le fait qu'il puisse y avoir une communication beaucoup plus bidirectionnelle aujourd'hui entre les élus et les citoyens, et de manière un peu constante, permanente via les réseaux sociaux, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que à l'échelon communal, c'était déjà un peu possible dans le monde des interactions humaines, mais ça a sans doute été dopé par ce biais-là. Après, on connaît tous les travers des réseaux sociaux aujourd'hui, avec de l'extrême polarisation, avec ces effets de meute, comme je le disais, avec la violence parfois de propos qui sont absolument pas modérés. Et vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'élus aujourd'hui qui disent que ça n'est plus gérable. Il y a des gens qui se sont retirés de la politique pour ça, parce que faut pouvoir vivre avec. Moi, je le vois déjà un peu en tant que journaliste. On est souvent pris pour cible et pris à partie aussi. C'est pas toujours simple de fermer le rideau et de se dire tant pis, je vais continuer parce que je crois en mon boulot et pas trop m'en préoccuper. C'est facile à dire en théorie. Après, quand vous voyez les messages parfois d'insultes qui se multiplient, c'est plus compliqué. Donc ça, je crois que oui, c'est quelque chose à mon avis qui est venu pas mal compliquer la vie des élus. Et effectivement, je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder dans ce podcast, mais l'Union des villes et communes de Wallonie a fait tout un rapport sur le blues des élus, avec un certain nombre d'élus qui disent arriver à saturation dans la non-maîtrise du niveau de discours, plus que du discours même dans les réseaux sociaux. C'est effectivement un changement fondamental, et puisque vous êtes un homme de radio et donc un homme de presse au sens large. Effectivement, qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez peut-être moins de relations par rapport à la presse locale, tous les journaux plutôt locaux, régionaux, qui avant étaient un relais, alors certes unidirectionnel, mais qui étaient un relais informé avec des journalistes souvent qui donnaient, et qui donnent toujours d'ailleurs, tant le point de vue de la majorité que celui de la minorité pour aller vers les lecteurs. On peut se demander si ça percole encore parfois, parce que c'était un des rares endroits où il y avait une synthèse qui était faite des différents avis mis en correspondance. Aujourd'hui, chacun clame son point de vue dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous percevez une différence sur cet enjeu-là? Ouais, c'est possible. Alors, j'ai pas fait du tout d'études sur le sujet. Je sais juste que, comme moi, vous savez sans doute que les chiffres de la presse écrite en particulier, sont en diminution constante. Et même si la presse locale a plutôt tendance à mieux résister en général que la presse nationale, ça baisse aussi. Puis, je pense que c'est prouvé aujourd'hui que les temps de lecture, le temps que les gens passent sur des articles un peu approfondis, c'est aussi fortement réduit depuis que les réseaux sociaux viennent occuper pas mal de nos temps libres. Donc oui, je crois que, même si c'est un peu une analyse au doigt mouillé, mais que ce côté du journaliste qui allait pouvoir balancer un peu les trois points de vue, et puis on allait lire de manière un peu approfondie ce qui s'était passé à tel conseil communal, c'est sans doute encore moins le cas qu'avant. Mais je dis encore moins le cas qu'avant parce que je pense qu'il faut pas trop s'illusionner non plus. Je le redis, je suis pas un spécialiste de la politique locale, mais j'ai quand même l'impression que la plupart des gens qui vont aller voter aux élections communales ne vont pas le faire en ayant suivi tous les conseils communaux dans leur compte rendu, en se disant tiens, à ce moment-là, la majorité a fait tel truc, la minorité a fait tel autre truc. Je crois qu'il y a quand même un élément en démocratie, mais c'est vrai pour tous les niveaux de pouvoir, où on va voter un peu avec ses tripes, avec un peu la colère du moment, avec le fait aussi parfois à la commune qu'on connaît super bien un tel et que on lui fait confiance parce qu'on le connaît et tout ça. Et donc certainement que ça joue, que la qualité peut-être d'une information objectivée, balancée est moins là qu'avant. Maintenant, est-ce que ça perturbe, est-ce que ça change fondamentalement le jeu démocratique à l'échelon communal? Je n'en suis pas absolument certain, j'avoue. Je pense que ce sera à chacun de se faire son opinion, mais c'est pas comme si on était passé d'un monde tout blanc à un monde tout noir. Ce n'est qu'un canal de communication. En plus, les réseaux sociaux qui viennent réalimenter le tout. D'autant que les citoyens qui lisent le journal, même il y a 20 ans, ça ne représentait pas non plus l'écrasante majorité de la population qui allait voter pour les élections communales. Donc certainement que ça peut jouer, mais je crois qu'il ne faut pas non plus surpondérer les effets de la crise de la presse qui est une réalité. Oui.
Vous l'évoquez là tout de suite en disant, effectivement, le citoyen, il a une fois tous les 6 ans vraiment le moment où elle ou il peut exprimer ses préférences. Et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de garder ce lien bidirectionnel, mais sans un vrai pouvoir d'influence. On a vu émerger à beaucoup d'endroits des tentatives de démocratie dite participative. Certains critiquent cela en disant, s'il faut mettre des moments de démocratie participative, ça veut dire qu'elle ne l'est pas le reste du temps. On constate quand même effectivement une volonté de nouer plus de liens par différents biais. C'est quelque chose que vous amenez à un autre niveau par vos émissions, justement pour rendre audibles des gens qui ont difficile à être audibles à d'autres moments. Est-ce que vous avez l'impression que des choses ont bougé ces dernières années sur cet enjeu-là, que ce soit au niveau national ou au niveau local, ou qu'au contraire on est encore en train de chercher sans vraiment affiner un concept qui pourrait aider à avancer sur cette bidirectionnalité? On ne peut pas nier qu'il y a des choses importantes qui ont évolué ces dernières années. Vous avez en communauté germanophone maintenant cette commission citoyenne permanente qui travaille main dans la main avec les élus du Parlement. Vous avez l'initiative des commissions mixtes, citoyens et députés par exemple au Parlement bruxellois. Vous avez le droit de pétition aussi qui a vraiment gagné du terrain dans la plupart des assemblées jusqu'au niveau européen. La possibilité à un moment donné, si vous arrivez à fédérer suffisamment de citoyens sur une question, de pouvoir obliger les élus à au moins se pencher sur la question sans saisir, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont devoir légiférer sur le sujet et encore moins légiférer dans le sens de ce que les citoyens voudraient, mais au moins ils ont l'obligation de s'en saisir et de pouvoir redire par après aux citoyens ce qu'ils ont fait de cette interpellation qui leur a été à un moment donné soumise. Donc tout ça sont des choses, à mon avis, intéressantes, importantes, et qui font que les lignes sont en train de bouger. Après, moi, mon impression, c'est que ça reste quand même toujours un peu à la marge, parce que on est dans un système politique aujourd'hui où on sait que beaucoup de décisions passent par les exécutifs, et que le législatif lui-même est un peu le parent pauvre aujourd'hui de nos démocraties dans le système classique de fonctionnement de nos institutions. Et donc, comme ces initiatives-là, elles viennent en général enrichir le travail du pouvoir législatif, mais que ce pouvoir législatif aujourd'hui est quand même très fortement dominé par le pouvoir de l'exécutif, forcément, j'ai pas l'impression qu'on puisse. Et ce serait difficile, je pense, pour personne aujourd'hui de dire, tiens, ça, on le doit à la démocratie participative ou au panel citoyen. Voilà, il y a sans doute des choses qui se jouent. À un moment donné, ça enrichit la qualité de certains travaux parlementaires qui vont aller s'appuyer là-dessus. Mais on peut pas dire que ce soit vraiment en train de changer fondamentalement la donne. Alors c'est peut-être parce que c'est le début, c'est peut-être parce qu'il faut que les choses se mettent en place, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression aujourd'hui que ça n'est pas une révolution qu'on est en train de vivre pour nos démocraties. Et qu'effectivement, on se focalise surtout sur des parlements régionaux, nationaux, qui permettent de mettre des sujets sur la table et puis quelque part d'assister à la suite de ce que la délégation représentative, puisque c'est comme ça que notre démocratie fonctionne, opère. Au niveau local, on a moins déjà cette scission exécutif-législatif, puisque finalement, il y a une majorité des conseillers qui forment un pacte de majorité d'où on sort le ou la bourgmestre et des échevins et des échevines, face à une minorité. Et la partie législative est beaucoup plus réduite. Certes, une commune peut de temps en temps établir un règlement sur quelque chose qui ne viendrait pas contredire ni l'échelon régional ni l'échelon fédéral. Comment vous avez l'impression qu'on pourrait articuler quelque chose de plus proche des citoyens? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, certains politologues qui réfléchissent à ça disent, si déjà les citoyens assistaient une fois par an à leur conseil communal, mais ça amènerait tellement de foule à chaque conseil que sans doute la relation serait éminemment différente. Mais ce serait de nouveau juste mettre la pression, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez le sentiment, de tout ce que vous avez vu partout, qu'il y a peut-être d'autres moyens d'interagir entre citoyens et personnes élues?
Moi, je pense qu'il y a certainement plusieurs outils qui peuvent être activés dans la démocratie locale, que des panels citoyens, par exemple, sur une commune, quelque part, seraient encore plus représentatif, parce que si vous prenez un panel de 70 citoyens sur 1 million d'habitants de la région bruxelloise, par exemple, vous n'avez pas le même effet que si vous prenez un panel de 70 citoyens, par exemple, sur les 10 000 habitants d'une commune. Parce que non seulement, quand vous faites ce genre de panel, ça a de l'intérêt parce que ça enrichit, à mon avis, le débat politique, ça peut augmenter la qualité de décision politique, mais je trouve que ça a un effet aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les gens qui ont participé en général à ces expériences-là comprennent mieux le fonctionnement de la démocratie, le fonctionnement de la prise de décision, font l'expérience aussi de devoir construire du consensus avec des personnes parfois très différentes d'eux, parfois aussi vont se rendre compte de la diversité de la population avec laquelle ils vivent. Alors comme on vit chacun dans nos bulles, on s'en rend pas forcément compte, et là tout d'un coup vous vous retrouvez dans une assemblée avec des gens complètement différents de vous. Et donc je pense que cet effet-là, donc de se dire, quand j'ai participé à un panel comme celui-là, je vais retourner auprès de mes proches, auprès de ma communauté, et je vais pouvoir aussi expliquer certaines choses sur la façon dont la démocratie fonctionne. C'est aussi un intérêt important, je pense, de ces panels-là. Et imaginez que vous ayez, par exemple, des panels comme ceux-là dans une commune de 10 000 habitants et que vous en fassiez 1 ou 2 par an. Imaginez, assez vite, vous auriez presque tous soit de participer, soit de vous connaissez quelqu'un qui a participé, etc. Donc je pense que il y aurait cette impression, en tout cas, d'une plus grande porosité entre le monde de ceux qui sont élus et les citoyens lambda. Donc là-dessus, je pense que ce serait intéressant de le tester. Et puis surtout, moi, ça fait longtemps que je pense que la démocratie locale serait un super terrain pour expérimenter de la démocratie directe. Se dire, voilà, tel aménagement dans tel quartier, on va faire des commissions avec des citoyens où on va réfléchir ensemble au projet, et puis à un moment donné, pourquoi ne pas prendre le risque de le faire sanctionner par un vrai vote populaire, une forme de référendum sur la façon dont on va transformer tel ou tel quartier. Alors je sais que les outils aujourd'hui dans nos institutions ne le permettent pas, on peut faire des consultations, on peut pas faire des référendums, etc. Voilà, c'est un débat qu'on devrait avoir. Mais sur le principe, en tout cas, je pense que si on veut justement expérimenter une démocratie qui va vraiment beaucoup plus loin que la démocratie représentative, traditionnelle, et qui va peut-être même jusqu'à des points de démocratie directe, je pense que l'échelon communal serait un bel endroit pour l'essayer. Avec la proposition, ou l'envie plutôt, d'avoir des référendums décisionnel, pas que consultatif à ce moment-là. C'est-à-dire où la décision qui serait portée par le référendum devrait être respectée par le pouvoir en place. C'est le principe, oui, d'un référendum, mais pourquoi pas? En fait, ce qu'il y a, c'est que si on réfléchit à la question de la démocratie directe, de manière générale, pas seulement pour la démocratie locale, moi, j'avais été voir en Suisse comment ça fonctionnait. J'avais fait un épisode de mon podcast là-dessus. J'avais trouvé ça très, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la démocratie directe en Suisse, c'est pas du tout une démocratie qui est tout le temps directe. Au contraire, en fait, les Suisses, ils votent 4 fois par an et ils vont se prononcer dans des logiques de démocratie directe sur des textes, en tout cas fédéraux, donc au maximum 4 fois par an, mais je pense même pas qu'il y en ait chaque fois. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant le système suisse? C'est parce que, avant tout, ça reste une démocratie représentative, comme la nôtre, sauf que le peuple sait qu'à un moment donné, sur certaines choses, il va pouvoir se prononcer. Il va pouvoir se prononcer s'il n'est pas d'accord avec une décision qui a été prise, et donc la faire annuler éventuellement, ou bien il va pouvoir se prononcer sur quelque chose où il se dit que le politique aurait dû légiférer et qui ne le fait pas. Et donc le peuple peut proposer à un moment donné quelque chose, ce qu'on appelle les référendums d'initiative constitutionnelle ou populaire, et donc de dire, nous on trouve qu'il faudrait faire ça, on voit bien que vous ne le faites pas au niveau politique, et donc nous on le propose et on voudrait que vous légifériez là-dessus. Donc si vous voulez, c'est pas le peuple qui décide de tout en Suisse. Ça reste les représentants du peuple dans la logique de la démocratie représentative qui vont décider. Mais à un moment donné, quand même, si jamais la population a l'impression que les représentants sortent un petit peu de ce qu'on attend d'eux, eh bien, il y a des systèmes de sécurité, on pourrait le dire comme ça, pour la population. Et ce qui est super intéressant,
est vraiment flagrant quand vous allez là-bas suivre les processus, c'est à quel point ça nourrit le débat public sur les questions politiques. C'est-à-dire que le fait de savoir que vous allez pouvoir vous prononcer à un moment donné sur certains enjeux, fait qu'en tant que citoyen, je pense que vous êtes beaucoup plus alerte en vous disant « Ah, je dois essayer de bien comprendre ce débat-là, parce que si je le comprends pas, je vais jamais savoir me prononcer. Or, à un moment donné, je vais peut-être quand même devoir me prononcer dessus. » Et donc moi, ce qui m'avait vraiment beaucoup frappé dans la démocratie suisse, c'est que ça construit dans l'opinion publique une connaissance et une conscience politique vraiment, me semble-t-il, beaucoup plus élevé que ce qu'on a chez nous. Et donc, que ce soit à l'échelon le plus local jusqu'à l'échelon national, je pense que simplement que la population se dise qu'à un moment, elle va avoir vraiment son mot à dire, et pas juste en désignant des représentants, en mettant une petite croix dans une petite case, mais parfois aussi de se prononcer sur des enjeux de fond. Eh bien, le simple fait de savoir qu'à un moment donné, vous pouvez vous prononcer, je pense, change un peu votre regard sur la politique. Et si je vous entends, vous avez eu l'impression, lors de ce genre de reportage, d'avoir en face de vous des citoyens mieux informés parce qu'ils se sentaient partie prenante à un moment donné de ce genre de décision, au lieu d'en avoir juste entendu parler dans les médias sans avoir approfondi la question. Franchement, oui, c'était assez évident. Je me suis retrouvé dans un cinéma à Genève un soir avec des gens qui discutaient parce que la votation de 3 semaines plus tard, c'était sur la question de savoir si c'était la Banque nationale suisse qui devait émettre toute monnaie ou bien si les banques privées pouvaient elles-mêmes émettre de la monnaie, ce qu'elles font aujourd'hui. 80% de la monnaie aujourd'hui est créée par les banques privées. C'est très technique. Et c'est hyper technique. Même, franchement, vous me demanderiez de résumer vraiment l'enjeu, j'aurais du mal encore aujourd'hui. Et pourtant, il y avait dans ce cinéma-là à Genève, le soir où j'y étais, 200 personnes, et vous aviez des gens qui étaient de haute formation universitaire, mais des gens qui n'étaient pas du tout des universitaires, et tout le monde était en train de débattre de cette question-là. Et du coup, ça posait aussi d'autres questions. On a des gens qui disaient, mais tiens, qui est-ce qui prend les décisions en fait à la Banque nationale suisse ? Est-ce que nous, en tant que citoyens, on a notre mot à dire sur qui on désigne comme directeur à la Banque nationale ? Enfin, je pense que très peu de gens en Belgique savent déjà qui dirige la Banque nationale et comment on va diriger les directeurs. Ben là, c'était devenu un vrai enjeu. Et donc, oui, je crois que vraiment là-dessus, c'est assez impressionnant de voir à quel point les gens s'intéressent plus à la politique du fait de savoir qu'ils vont pouvoir à un moment donné se prononcer. Mais c'est des choses qui se sont construites sur des temps très longs. Ça veut dire que déjà à l'école, à 15-16 ans, parfois ils font des votations pour du beurre à l'école en même temps que les votations de leurs parents. Et donc, il y a dans la culture démocratique suisse des choses qui sont ancrées depuis bien plus longtemps que nous. Mais en tout cas, la différence est assez spectaculaire. Oui, donc avec un double aspect éducationnel. Et dans la votation même, au moment où on s'y intéresse, mais comme vous le dites, le côté éducationnel long terme, qui fait que si demain on démarrait, il ne faut pas forcément s'attendre au succès, un succès aussi flagrant qu'en Suisse du jour au lendemain sur un territoire local. Non, mais je pense que par contre, le territoire local est peut-être le meilleur endroit pour commencer à expérimenter un peu de la démocratie directe. Parce que si vous commencez juste par faire un référendum sur une grande question nationale, un peu comme le Brexit par exemple, vous risquez d'avoir justement quelque chose de contre-productif, parce que on sait très bien que souvent dans ce genre de vote, on va peut-être plus toujours voter pour la question qu'on nous pose, mais simplement en réaction à d'autres choses ou plutôt en réaction aussi à la personnalité de la personne qui nous pose la question. Enfin, on sait très bien qu'il peut y avoir des effets un peu pervers de ce genre de référendum dans des pays où on n'a pas du tout la culture du référendum. En Suisse, vous avez beaucoup moins ça. Les gens, en plus, ont une forme d'autodiscipline parce que ils se disent, tiens, sur ce sujet-là, je m'estime pas suffisamment informé, donc je vais pas aller voter. Et je fais plus confiance à mes concitoyens qui, eux, sont sans doute plus à même de se prononcer parce qu'ils sont sans doute mieux informés que moi. Et donc, c'est assez marrant parce que vous avez des taux de participation qui sont assez différents d'une votation à l'autre. Et alors on pourrait se dire, parce que parfois c'est 45% des Suisses qui vont voter, alors on dit ça c'est pas très représentatif. Et les Suisses nous disent non c'est pas ça, mais c'est sans doute qu'il y a moins de gens qui se sentaient suffisamment informés pour aller voter. Mais eux ne voient pas ça dans une logique du coup ce serait moins représentatif. Simplement ils ont tous un peu cette idée qu'ils ne vont voter que quand ils ont
Ils vont voter simplement quand ils se sentent suffisamment informés pour pouvoir aller émettre un avis. Oui, donc il y a vraiment un côté éducationnel qui a joué son rôle au fur et à mesure des années pour... C'est l'impression que ça donne, en tout cas. Bon, j'y ai passé une semaine, oui, donc, mais c'était intéressant. J'ai été vraiment questionné plein de monde en Suisse, des spécialistes, mais aussi des citoyens là-dessus. Et honnêtement, il y a des choses assez séduisantes dans le modèle. Après, il y a aussi des gros problèmes dans la démocratie suisse, notamment le fait qu'il n'y a pas de règles pour le financement des partis, ce qui me semble être un truc un peu absurde dans une démocratie aussi développée que cette démocratie-là. Mais voilà, en tout cas, c'est sur l'aspect démocratie directe, c'est très intéressant. Et alors, puisque vous évoquez ce sentiment que finalement ce que vous présentez comme un double garde-fou, c'est-à-dire une possibilité soit de combler des lacunes en prenant l'initiative de proposer quelque chose qui manque, soit d'essayer d'endiguer ce que certains pourraient considérer comme un excès ou une direction mauvaise malgré le fait qu'on ait délégué le pouvoir lors des élections précédentes. Ce qui vous attire sur le niveau local pour ce genre d'expérimentation, c'est plutôt l'échelle organisationnelle qui va permettre de faire du contact humain, c'est-à-dire de ne pas le faire par des campagnes de médias nationales. C'est un peu ce qu'on a vu avec le Brexit en Angleterre, mais au contraire, sans doute plutôt d'avoir des réunions locales et de la discussion entre humains. Est-ce que je perçois que c'est plutôt ce côté-là qui vous trouveriez intéressant, ou c'est le fait de plutôt limiter le niveau des enjeux, donc le niveau de risque, parce que ce seront des décisions locales moins importantes tant que finalement, nous, l'ensemble de la population belge, ne sommes pas assez matures pour débattre ainsi d'enjeux nationaux? Je pense que c'est surtout parce que le pouvoir communal est un lieu où on traite de questions assez concrètes et faciles à appréhender, je pense, pour les gens. Est-ce qu'on va, oui ou non, implanter quelques éoliennes sur un coin de la commune? Est-ce que, oui ou non, les écoles communales doivent proposer des menus végétariens pour les élèves? Ce genre de choses, c'est assez facile à comprendre, bien plus que la question de savoir si c'est la Banque nationale qui doit émettre toute monnaie qui est mise en circulation. Et donc c'est pour ça que je pense que commencer par ça déjà serait intéressant. Et puis je pense aussi qu'effectivement, pour organiser alors vraiment une campagne où on peut imaginer toucher vraiment beaucoup de monde, où les gens s'impliquent, s'informent, si ça concerne votre commune, si c'est porté par des gens que vous connaissez, si en plus c'est l'occasion d'une socialisation, parce que vous allez vous retrouver dans une même salle avec plein de gens que vous connaissez et on va discuter. Je trouve que c'est en ça que c'est intéressant, je trouve, de tester ça à l'échelon communal, à mon avis. Et vous avez le sentiment ou la confiance que les débats seraient peut-être plus apaisés que ce qu'on constate sur les réseaux sociaux? Ça, moi, je pense oui, en fait. Je crois que les réseaux sociaux, on le sait, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quand même assez documenté, ont des logiques de fonctionnement d'algorithmes qui vont entraîner de la polarisation, parce que si vous avez des points de vue plus radicaux, plus émotionnels, vous allez être surdopé par les algorithmes, alors que si vous venez avec des nuances, vous allez beaucoup plus passer sous le radar. Donc, je pense que oui. Alors, il faut pas se leurrer. Ce serait parfois compliqué. On aurait des débats parfois tendus. Il suffit de voir, justement, quand on veut implanter des éoliennes dans une commune, ce que ça peut donner comme réunion. Mais c'est pas forcément malsain. Si c'est bien construit, si c'est bien mené, ce genre de débat, ça permet aussi de temps en temps qu'il y ait des choses qui soient dites, qui s'expriment. Il faut pas avoir peur, je pense, du conflit. Il y a des conflits. Enfin, la politique, elle est là aussi pour, en quelque forme, institutionnaliser le conflit. Et donc, évidemment, si vous faites de la démocratie directe, si vous faites des grands débats dans une salle sur tel ou tel élément de politique communale, il y aura parfois des éclats de voix, mais il y a aussi des dispositifs aujourd'hui en logique d'intelligence collective, d'écoute, pour que ce soit pas toujours ceux qui crient le plus fort que l'on entende, qui font qu'à mon avis, on pourrait construire parfois des débats assez intéressants et qui font que des décisions parfois difficiles seraient davantage acceptées par après, parce que si vous avez eu vraiment l'impression que vous avez pu vous exprimer et que vous n'avez peut-être pas obtenu gain de cause sur ce que vous défendiez, mais qu'on a quand même entendu votre point de vue, puis vous-même, vous avez pu entendre les points de vue de ceux qui ont finalement emporté le morceau par rapport à telle décision. Je crois que vous vivez la décision différemment aussi par après. Et je veux pas idéaliser du tout le modèle suisse, mais je prends juste un exemple. Pendant la crise Covid, vous savez que les opinions publiques ont été ultra clivées partout en Europe, sans doute partout dans le monde, sur ce qu'il fallait faire. En Suisse aussi.
Et à un moment donné, il y a eu une votation sur les mesures sanitaires. Et finalement, je crois que 60% des Suisses ont voté pour le soutien aux mesures sanitaires qui étaient prises par le gouvernement. Eh bien, une fois que ce vote a eu lieu, le débat s'est très fortement apaisé, parce qu'il y a aussi, à un moment donné, une forme de confiance dans la démocratie. Comme vous savez que c'est un système dans lequel vous avez votre mot à dire et qui vous écoute, si à un moment donné, il y a une majorité qui s'est exprimée dans un sens, qu'il y a un vrai débat qui a eu lieu en amont, ben, il y a cette impression que même chez ceux qui ont perdu, on accepte plus facilement la décision, parce qu'on a l'impression que le processus a été loyal, que chacun a pu s'exprimer, puis à un moment donné, voilà, il y a une décision qui est prise et on avance. Et qu'on se dit sans doute qu'il faut peut-être le respecter parce que la prochaine fois, on sera plutôt du côté... Peut-être de l'autre côté, exactement. Merci. C'est intéressant. Comme vous le disiez, nos lois communales ne sont pas tout à fait prêtes à ce niveau-là. Et donc, mais finalement, qui modifie la loi communale, c'est pas le pouvoir communal où chaque commune déciderait de ce qu'elle fait dans son territoire ou pas. C'est l'échelon supérieur. Donc, en fait, en Belgique, ce sont les régions. C'est un argument qu'on entend souvent pour maintenir des postes de députés bourgmestres, de personnes qui exercent une fonction des deux côtés, tandis que d'autres disent non, au contraire, il faudrait scinder les rôles parce que autrement c'est pas au point d'être juge et arbitre, mais c'est chacun un peu dans son précaré. Je sais pas si vous avez eu des réflexions ou une opinion sur ce genre d'enjeu, parce que finalement, est-ce que des bourgmestres en fonction vont aller au niveau du Parlement, s'ils sont députés en même temps, modifier complètement le jeu dans lequel ils ont l'habitude d'évoluer, rien que par le poids de l'habitude, j'ai envie de dire, peu importe s'ils pensent que c'est vraiment absolument salutaire ou au contraire que c'est rédhibitoire. C'est une question, à mon avis, compliquée. J'avoue que j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je pense que j'ai déjà vu quand même des débats qui étaient enrichi dans des assemblées régionales, notamment par le fait de la présence de bourgmestres qui ont quand même évidemment en général une connaissance, quand c'est des bourgmestres qui sont vraiment très investis dans leurs fonctions, et la plupart le sont quand même, une connaissance assez fine justement des réalités de leur commune, de la diversité aussi des situations des citoyennes et des citoyens, et je trouve que parfois les entendre expliquer ça dans l'enceinte parlementaire régionale enrichit pas mal certains débats et du coup, à mon avis, améliore la qualité de certaines décisions politiques. Après, le problème toujours aussi, c'est que quand vous cumulez un poste de député et de bourgmestre, c'est très difficile d'être à la fois bourgmestre à temps plein et député à temps plein. Or, il y a du boulot en suffisance pour des députés à temps plein et du boulot en suffisance pour des bourgmestres à temps plein. Quant à la question de savoir si, du coup, ils sont pas un peu jugés partis, ça, j'avoue que j'ai pas trop d'idées précises sur la question. Oui, forcément, mais en même temps, c'est pas complètement illogique non plus. J'ai l'impression que, puisque c'est le pouvoir de tutelle des communes, on est dans cette enceinte des gens qui, par définition, connaissent extrêmement bien le fonctionnement des communes, en l'occurrence les bourgmestres. Donc là-dessus, je préfère pas me prononcer. J'ai pas d'avis précis sur la question. Merci. Mais oui, je pense qu'on aura l'occasion d'explorer ce genre de choses, mais effectivement, le bourgmestre a vraiment parfois la femme ou l'homme à tout faire de sa commune, du plus petit détail au plus grand projet pluriannuel. Mm-hmm. Peut-être pour rassembler, pour conclure, j'ai 3 questions que j'ai envie de poser à tous les invités, et donc je vais vous les poser à vous en premier, et puis peut-être qu'il faudra les faire évoluer en conséquence, mais est-ce quelque chose qui vous inspire ou qui vous a plu particulièrement au niveau de la vie locale, que ce soit dans une commune où vous avez résidé ou vous avez vu ailleurs, et que vous trouvez que c'est quelque chose, une réalisation réussie, une personnalité inspirante, une pratique que vous aimeriez voir se généraliser pour une démocratie locale qui respire mieux? Ce qui me semble, c'est que ce qui serait déjà chouette, c'est de bien faire fonctionner des éléments existants au niveau de la démocratie locale. Je pense par exemple à ces commissions, les CCAT, les commissions communales d'aménagement du territoire et de la mobilité, d'ailleurs maintenant c'est CCATM, si je ne m'abuse, en Wallonie, ou les CLDR, etc. J'ai déjà quand même entendu pas mal d'exemples dans des communes où des personnes qui travaillent là-dedans
passent beaucoup de temps et puis finalement ont l'impression que ça n'est pas, parce qu'évidemment c'est des commissions consultatives, que ça n'est pas tellement écouté par le pouvoir politique au moment où la décision est prise. J'ai déjà entendu à l'inverse des communes où il y avait vraiment un travail de vraie collaboration entre les échevins concernés et ces endroits où ils ont déjà quand même des panels, alors même si c'est souvent sur base volontaire, il n'y a pas la logique de représentation qu'on peut construire avec un panel, mais où on a quand même des citoyens qui réfléchissent, qui sont prêts à passer du temps. Et donc je trouve que ce serait déjà intéressant, avant de se demander s'il faut construire des nouveaux processus, et moi je trouve ça intéressant de réfléchir à de la démocratie directe par exemple au niveau communal, mais avant ça, peut-être simplement de déjà bien faire fonctionner de déjà bien utiliser ce qui existe déjà me semblerait intéressant. Et donc s'assurer que le côté consultatif aille de pair avec un côté informatif et une participation qui ne va pas de soi. Si on n'œuvre pas, si on ne travaille pas pour la renforcer, pour aider, pour permettre à chacun de s'impliquer. C'est-à-dire que je pense que de manière générale, c'est important aujourd'hui d'envoyer aux citoyens, à tous les niveaux de pouvoir, le signal que, à un moment donné, quand vous avez des citoyens qui se mobilisent, qui sont prêts à passer du temps justement pour venir enrichir telle ou telle décision, etc., d'au moins leur envoyer le signal que leur voix compte. Peut-être parfois pour leur dire, voilà, on a bien vu ce que vous nous avez proposé, et voilà les raisons pour lesquelles on va pas pouvoir le faire, ou pour lesquelles on a décidé de ne pas le faire. Mais je pense que c'est important de ne pas envoyer le signal aux citoyens que oui, en fait, il peut se mobiliser, que ce soit dans des dispositifs qui sont prévus, ou bien en venant, je sais pas moi, manifester, ou en venant déposer une pétition de quelques signatures, et puis qu'en fait, ça ne sert à rien. Parce qu'alors là, le signal sur la démocratie, me semble-t-il, est vraiment dramatique. Et donc, je crois qu'il y a quand même cette nécessité au niveau des communes, mais de tous les niveaux de pouvoir aujourd'hui, de pouvoir répondre à des mobilisations, ne serait-ce que parfois pour leur dire pourquoi on ne va pas pouvoir céder aux demandes de certains et de certaines, mais parce que aujourd'hui j'entends trop souvent des gens qui se disent moi je me suis impliqué une fois, deux fois dans des trucs, mais de toute façon ça ne sert à rien, ça ne changera jamais, de toute façon c'est inéluctable, ce sera dans ce sens-là. Et ça, je crois que c'est vraiment un sentiment très très problématique, très dangereux même pour des démocraties. Vous avez l'impression que les gens ont un ressentiment, enfin un ressenti de dédain de la part des élus à différents niveaux, et que ça les écarte alors de la démocratie? Parfois oui, et je pense que c'est pas toujours en plus voulu de la part des échevins. On sait que parfois des échevins, des bourgmestres, ils sont débordés de travail, hein, évidemment. Donc je ne dis pas que c'est leur faute, mais il y a quand même un grand risque, je trouve, quand vous avez des gens simplement qui prennent le temps parfois d'écrire à leur commune pour signaler quelque chose qui peut paraître anodin, mais parce que voilà, ils constatent quelque chose dans leur rue et que ça leur pose problème. Simplement d'avoir une réponse et d'avoir l'impression qu'on a entendu ce qu'ils disaient, je crois que ça compte déjà beaucoup pour ne pas avoir l'impression que oui, il y a une espèce de fossé entre ceux qui décident et puis les citoyens. Parce que sinon, alors après, vous avez ces effets de défouloir sur les réseaux sociaux, et à partir du moment où ça part à la bataille rangée sur une page Facebook non officielle de la commune, alors là, je pense que c'est difficilement récupérable. Mais donc, je crois que oui, simplement cette logique d'écoute, de dire on vous entend, c'est pas parce que on ne peut pas peut-être céder à ce que vous demandez, mais au moins on a entendu, on vous explique aussi pourquoi on a pris telle ou telle décision. Je pense que ça c'est déjà quelque chose de vraiment important. Finalement, pas de démocratie sans un minimum de pédagogie, ou en tout cas d'accompagnement. Oui, de pédagogie et vraiment d'écoute aussi, hein, de se dire, parce que j'ai l'impression aussi que parfois, de nouveau, là, je connais moins bien au niveau local comment ça se passe, mais souvent, pour faire des coalitions, on va bétonner beaucoup de choses en début de législature, et on va se dire, tiens, on va faire ça, et voilà l'accord qu'on a et tout. Et le citoyen peut parfois avoir l'impression que du coup, de toute façon, les choses sont lancées pour 5 ans au niveau national, ou pour 6 ans au niveau communal, et que de toute façon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, rien ne va changer. C'est quand même pas mal de pouvoir envoyer aux citoyens le signal que non, sa voix, elle va quand même compter, qu'on va quand même écouter, et que parfois on peut infléchir certaines décisions en les écoutant, même en cours de législature, et pas seulement au moment où ils votent. Merci. Toute dernière question, qui n'est pas forcément la plus facile, mais
Est-ce qu'il y a une question qui vous brûlerait la langue, que vous voudriez adresser à quelqu'un au sujet de la démocratie ou de la démocratie locale, et à qui? Et si on posait une question à chaque citoyenne et à chaque citoyen en disant, et pourquoi pas vous? Parce que je pense aussi que la démocratie, elle est ce qu'on en fait, et que au-delà de réinventer ces institutions qui ont sans doute besoin d'être un peu bousculées, et qu'il y a certainement des choses très intéressantes qu'on pourrait créer ou inventer dans les institutions de notre démocratie aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire à l'intérieur même des institutions telles qu'elles existent, à condition d'avoir des gens qui ont encore envie de s'y impliquer. Et donc, je pense qu'on pourrait dire à tous ceux et celles qui passent leur temps à démonter parfois des politiques sur les réseaux sociaux, par exemple. Oui, mais pourquoi vous n'iriez pas? Parce que je pense qu'aujourd'hui, faire de la politique, c'est excessivement compliqué, c'est prendre des risques, mais que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir ce qu'on ferait à la place de ceux qui sont là. Et donc oui, et pourquoi pas vous? Ce serait ma question. Merci. Merci Arnaud Reussen pour ce regard éclairé et inspirant, et au plaisir d'encore vous écouter dans le tournant et les autres émissions auxquelles vous participez. Merci à vous. Et voilà, cet épisode de Localocratie est terminé. J'espère qu'il vous a plu et pourra contribuer, d'une manière ou d'une autre, à alimenter des réflexions, des débats sur notre vivre ensemble au niveau local. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à partager l'épisode. Si vous avez des questions, des suggestions de sujets ou d'invités, contactez-moi. Très belle suite de journée ou de nuit, c'est selon, et je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode.